Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur dailyfix.fr. Nous sommes le vendredi 25 mars 2016, journée de conférence online avec cette première présentation. À ma gauche, Denis Ferrand, économiste, qui va justement se présenter, également présenter le thème qu'il abordera aujourd'hui. Donc c'est des stratégies de moyen terme, c'est également un point de vue du centre économique au sein duquel il travaille justement. Denis, à vous la parole, je vous laisse vous présenter. Bonjour Sylvain, bonjour à tous, Denis Ferrand, donc je suis économiste et directeur général de Alors voilà, c'est bon, vous pouvez continuer, jusqu'au le son a sauté. Très bien. Mais aujourd'hui, on est surtout là pour parler, si je ne me trompe pas, Sylvain, de conjoncture et de ce qui peut se passer en fait, Voilà, dans ce que l'on voit plutôt voilà, aux je lance la États-Unis. présentation, elle va arriver en 2 petites secondes. Très bien. Donc c'est bon, hein, le son fonctionne bien. Donc allez-y. Hein. Très bien. Donc en fait, nous avons présenté hier nos prévisions à nos adhérents, nos prévisions de moyen terme. Donc vos adhérents qui sont les sociétés du CAC 40. Qui sont des sociétés du CAC 40, qui sont des sociétés de gestion d'actifs, des sociétés. Donc vous avez des gestionnaires de fonds, Oui, tout à fait. Voilà, il y a quelques gestionnaires de fonds qui viennent un peu apprécier la lecture macroéconomique qui peut être effectuée des grandes tendances. Et notamment, on a un enjeu d'essayer de comprendre ce qui se passe aux États-Unis, essayer de comprendre d'où vient d'une certaine manière la myopie que peuvent avoir les économistes. D'accord. Pourquoi myopie? Alors justement, on en a parlé hier au téléphone, vous m'aviez dit que vous allez mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, justement avec cette myopie des économistes. J'aimerais entendre un petit peu ce que vous avez à dire là-dessus. Je lance la présentation d'ailleurs, qui sera disponible dans quelques secondes. Bah allez-y, je vous laisse parler. D'accord, alors cette myopie, c'est la difficulté que peuvent avoir parfois les économistes à prendre en compte le caractère assez exceptionnel de certaines périodes. Ouais. Alors, je ne parle pas de l'exception qu'aurait pu être la récession de 2008-2009, dont on connaît tous la profondeur, dont on se souvient de la profondeur, mais l'exception est plus la période des 15 dernières années que l'on a vécues. D'accord. Donc depuis les années 2000 alors, globalement. Voilà, depuis les années 2000, en fait, on est sur un régime de croissance qui s'est fortement accéléré à l'échelle mondiale. On ne l'a pas forcément vu en Europe et encore moins en France, mais à l'échelle mondiale, on a une accélération très sensible de la croissance expliquée par deux phénomènes principaux. C'est évidemment l'arrivée de la Chine dans le giron des grandes nations économiques, et puis également le fait que la croissance s'est déployée sur la base d'une accumulation de dettes qui a concerné successivement différents acteurs. Ça a été tout d'abord la dette des agents privés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, et on sait comment cela s'est terminé, avec un transfert de la dette privée vers de la dette publique. Et puis ensuite, on a eu un second déploiement, qui a été un déploiement de la dette dans les économies émergentes, et au premier rang desquelles de la Chine. Donc on a eu une période complètement exceptionnelle de croissance très forte, aux environs de 4% par an, entre 2000 et 2012-2013, et depuis 2-3 ans, on a un premier. Et depuis 2-3 ans, on est plutôt revenu sur des rythmes à 3%. Et en fait, pourquoi est-ce que je parle de myopie? Bien parce que les économistes continuent à avoir d'une certaine manière en référentiel ce seuil de 4% que l'on a eu à un moment. Sauf que c'était justement un ancien paradigme. C'était un ancien paradigme, mais c'était surtout quelque chose qui était calé sur une trajectoire non soutenable. Puisque
calé sur... Les conditions n'étaient pas les mêmes en fait. Enfin, là, on change de petit à petit de conditions de marché, de conditions un peu macroéconomiques. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, ce sont les référentiels, les nouveaux référentiels qui doivent être appréciés. Et justement, un peu pour illustrer juste pour notre auditoire, pour notre audience, j'aimerais que vous définissiez le terme référentiel. Peut-être que ça serait un peu plus... Exactement. Le référentiel, c'est en gros... alors, pardon, je vais être hyper techno. Qu'est-ce que c'est que le potentiel de croissance d'une économie? D'accord, un référentiel, c'est un potentiel de croissance. Oui. D'accord. Jusqu'où peut croître l'économie? Quels peuvent être les donc il y a à peu près des années 2000 à 2012, on avait un référentiel de 4%, c'est-à-dire que justement on pensait que globalement les économies pouvaient progresser, mais jusqu'à un rythme de 4% dans la moyenne, enfin un grand maximum. Tout à fait, oui, à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, bien sûr. Donc on a la somme de tout, voilà. Tout à fait, mais on voit ce sur quoi cela a débouché. Cela a débouché sur une accélération majeure des prix des matières premières. Rappelons-nous ce qui s'est passé jusqu'en 2008 où on a l'accélération des prix du pétrole qui monte jusqu'à $140 le baril. Et puis on a vu en cela a précipité le retournement conjoncturel classique. Quand vous prenez un choc pétrolier de l'ampleur de celui que l'on avait connu en 2008, vous avez un choc de retournement. On a un petit peu le retour de l'élastique. Il y a le retour de l'élastique. Donc pendant très longtemps, les économistes ont gardé cette marque de 4%. Et c'est un peu ce qui participe de l'évolution. Par exemple, vous avez un tableau où on s'est amusé à reproduire le point de visée, pardon, excusez-moi. Le point de visée, j'y reviens. Le point de visée, c'est le potentiel de croissance. Le potentiel de croissance, qu'est-ce que c'est? Une croissance, elle dépend de la quantité de facteurs que vous mobilisez. Les facteurs, ce sont le travail et le capital. D'accord. Ouais. Donc, comment progresse l'emploi, comment progresse le capital, et donc la somme des investissements et retrancher des déclassements, des amortissements. Et puis, quel est le rythme des gains de productivité que vous avez? Donc, les gains dans la combinaison du facteur travail et du facteur capital. Et donc, c'est ça qui vous donne votre potentiel de croissance. Alors le potentiel de croissance, on apprécie non pas tant à l'échelle mondiale qu'on ne le regarde à l'échelle de chacun des pays. Et pendant très longtemps, le potentiel de croissance américain, par exemple, c'était 3%. Au cours des années 2000, on l'a plutôt modéré à 2,5%. Et aujourd'hui, il est probablement à 2%. Et c'est un peu la myopie, c'est un peu cette difficulté à acter ce changement de régime. Je comprends mieux. Voilà. Le débat, il est entier. Alors, que justement, je voudrais simplement vous... c'est très facile de taper sur nos petits camarades, mais enfin, comme ils sont 200 pour faire de la prévision et qu'à COR Agricole, nous ne sommes que 5, si vous voulez, voilà, tout à fait. Si vous avez juste une slide à montrer, avec en plus une faute de calcul qui est absolument impardonnable, et ainsi qu'une faute d'orthographe, pour laquelle je vous prie de bien vouloir m'excuser. Bon, on vous pardonne, Denis. Voilà, c'est... donc, le FMI, quand vous regardez les prévisions que faisait le FMI en octobre, de chaque année pour ce qu'il prévoit comme de croissance pour l'année suivante. Pour l'année suivante. Et que ensuite vous comparez avec la croissance telle qu'elle s'est révélée au printemps de l'année qui suit l'année faisant. En même temps, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. On leur demande clairement de s'engager, de se mouiller, donc c'est. Oui, mais enfin, on nous le demande aussi. Bon, donc voilà. Et alors, donc le FMI depuis 6 ans pêche par excès d'optimisme. Et un excès d'optimisme de 0,5 points. Alors maintenant, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher d'être trop optimiste? Parce que justement, c'est un petit peu leur rôle de pousser à l'optimisme. Parce que si c'était le contraire, ça serait peut-être... on n'attend pas forcément ça du FMI. On l'attend peut-être plus des gouvernements qui vont faire... D'accord, plus de transparence de la part du FMI. Mais, en tout cas, bon, le FMI, on se rend compte... Non, mais je ne cherche pas à pointer du doigt. Nous avons nous-mêmes une erreur de prévision moyenne sur les 6 dernières années de 0,2 points. C'est-à-dire que nous avons, nous aussi, eu un excès d'optimisme de la croissance mondiale en moyenne de 0,2 points au cours des 6 dernières années. Dans le cas du FMI, c'est 0,5 points. Mais bon, au-delà évidemment de cette anecdote, au-delà de la myopie, vous avez bien compris que c'est une figure de style pour introduire la question fondamentale. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment doit-on imaginer le référentiel de la croissance et où est-ce que se situe aujourd'hui l'économie américaine? Ça, c'est une bonne question. Par rapport à ce référentiel. On attend vos réponses. Eh bien voilà, on y c'est vient. Parti. Donc, alors ça, si vous pouviez déjà nous expliquer un peu ce tableau, donc ça c'est pour expliquer le fait que justement ils sont un peu en décalage de 0,5 en moyenne sur leur prévision. Donc vous avez sur la première colonne donc la prévision qui est effectuée en octobre de l'année N-1, donc par exemple FMI, pour le FMI, donc pour 2010, pour la ligne 2010, donc la prévision réalisée en octobre 2009, ensuite la prévision qu'ils ont réalisée en avril 2010 pour l'année 2010, et puis in fine la réalisation qui a été constatée en avril 2011 pour l'année 2010. Et donc on regarde l'écart qui s'est installé. Alors vous avez une erreur sur la ligne 2013, je passe sur celle-ci, puisque en fait ce que je compare dans le delta, c'est l'écart entre la réalisation constatée une fois que l'année a été échue, avec la prévision qui était réalisée avant que l'année ne commence. Et donc on a
hormis après l'année 2010, où les économistes n'avaient pas apprécié l'ampleur du rebond derrière la récession de 2008-2009. Après 2010, les économistes ont cru d'une certaine manière qu'on allait retrouver le rythme que l'on avait connu dans les années 2000. Et en fait, non. Les économistes se sont lourdement trompés. Ça n'a pas été le cas. Et donc, depuis 6 ans, vous voyez qu'il y a systématiquement un excès d'optimisme qui se fait de la part des économistes. Alors là, j'ai pris le FMI, mais on aurait pu prendre le CDE. Et donc, comme je vous le dis, c'est au règle, c'est code. Mais nous, notre marge d'erreur est un petit peu moins. Alors, pourquoi se trompe-t-on globalement sur les prévisions de croissance. Alors ici vous avez par exemple le cas de la croissance américaine, regardez sur 45 ans. On voit que quand vous avez des récessions extrêmement marquées, comme cela a été le cas dans les années 74, 82 ou 90, vous avez donc chaque fois que l'on passe en dessous, que l'on passe vraiment en zone de récession, et puis évidemment 2008-2009, à chaque fois par le passé on avait des rebonds qui temporairement nous ramenaient à un rythme de croissance de 4% ou voire plus. On voit l'ampleur du rebond qui a intervenu au début des années 80. Vous voyez la réaccélération à 8%. Dans le cas des États-Unis, on a eu la plus profonde récession et on n'a pas eu le rebond. Le rebond tant espéré. Le rebond tant espéré. Le rebond salvateur. Il est intervenu, s'il vous plaît, mais pas dans l'ampleur dont on l'observait par le passé. Donc, qu'est-ce qui fait que l'on n'a pas eu cette ampleur ? Eh bien, il faut aller regarder justement derrière l'économie dans ce que l'on appelle le potentiel. Alors le potentiel de croissance, donc c'est, comme je vous le disais... Donc le taux de croissance en fait dépend, pour synthétiser, dépend du potentiel de croissance. Ce potentiel de croissance, il est composé de deux facteurs, donc c'est la composante des travailleurs, c'est bien ça, et la croissance du capital. La croissance du capital, ça c'est sur la partie quantité, et puis ensuite vous avez les gains de productivité. Et les gains de productivité côté travailleurs. Tout à fait, tout à fait. Alors, si on regarde justement les gains de productivité, eh bien c'est le graphique suivant que vous pouvez avoir. Vous voyez la tendance régulière à l'affaissement des gains de productivité globale des facteurs. Ce que l'on appelle depuis 1960, on a un gain de productivité justement qui tend à décroître avec une parenthèse, on va dire, une parenthèse enchantée qui s'est manifestée dans la période 95-2005. Où là, on a eu une réaccélération des gains de productivité. C'est quand même surprenant de se dire, il y a plus de gains de productivité dans cette économie, alors qu'on n'arrête pas de dire le numérique, ça va nous apporter des gains exactement, ça va nous apporter des gains de productivité formidables, oui, mais pour l'instant, on ne les voit pas. Ou plutôt, on les a vus. Et c'est la slide suivante. On les a vus, on les a bien vus sur la période 95, 99, 2000, 2004. Quand on essaye de décomposer ce qui explique l'évolution de la productivité horaire aux États-Unis, donc la productivité du travail, on a eu une parenthèse enchantée, d'une certaine manière. Celle 2000-2004. Ou 95, allez, 95-2004, plutôt une phase de réaccélération de la productivité. Pourquoi ? C'est cette phase pendant laquelle vous avez le déploiement des outils du numérique, le déploiement du capital numérique. Et là, cela vous a occasionné ce que l'on a appelé... Alors, qu'est-ce que vous appelez justement les outils numériques, le capital numérique ? C'est tout ce qui est Silicon Valley, c'est-à-dire start-up, etc. Pas tellement, non. C'est simplement, pour faire très simple, c'est en gros, vous passez du boulier à l'ordinateur. C'est-à-dire, c'est simplement qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaillait, mettons avant 95, là encore pour schématiser, quelqu'un qui travaillait avant 95 travaillait avec un boulier, à partir de 95, il travaille avec un ordinateur. D'un seul coup, sa puissance de calcul est démultipliée et il peut avoir des gains de productivité importants. Des gains de productivité qui se sont vus dans le retail, qui se sont vus dans le wholesale, dans les banques, dans le secteur de l'assurance, principalement dans les secteurs donc utilisateurs de capital en ce que l'on appelle des TIC, technologies de l'information et des communications. Et ce tableau, ce qu'il représente, c'est que, en fait, dans ce qui a expliqué l'accélération de la productivité, c'est le fait que vous avez une augmentation du capital disponible par salarié, du capital en technologie de l'information et des communications. C'est ça qui a été un vecteur d'accélération des gains de productivité. C'est donc, le numérique a eu un impact sur la productivité. Mais c'était le premier impact associé au fait que l'on utilise les outils du numérique. Désormais, s'il doit y avoir des gains de productivité, ce que l'on attend, la deuxième étape, si vous voulez, des gains de productivité du numérique, ce que l'on attend désormais du numérique, c'est le fait que les usages vont générer des gains de productivité. Et jusqu'à présent, eh bien, cette seconde étape, on ne la voit pas dans les mesures de la productivité, et c'est ça qui est sous-jacent. Une des questions que je me pose et que je vous pose, c'est justement comment on pourrait avoir justement cette même période, c'est-à-dire comme en 95-2004,
est-ce qu'il faudrait justement un nouveau changement technologique majeur, donc avec des nouveaux outils qui n'ont jamais été faits pour justement regagner et reconquérir ce type de mouvement-là, ou c'est plus possible selon vous, et donc du coup on va continuer un petit peu à perdre en gain de productivité dans les années à venir? D'accord. Alors là-dessus, il y a un vrai débat entre économistes qui est, on va dire, vous avez d'un côté les techno-optimistes et de l'autre les éco-pessimistes. Dans les techno-optimistes, vous avez des gens comme Bryn Jobson, McAfee, qui ont dans leur bouquin The Second Machine Age, qui est un bouquin vraiment tout à fait remarquable, qui explique qu'il a fallu, en regardant ce qui s'est passé au moment du déploiement de l'électricité, il a fallu environ 30 ans pour que les gains de productivité associés au déploiement à l'électrification se manifestent, interviennent, soient véritablement vus. Et qu'est-ce qu'il a fallu ? Il a fallu que derrière le déploiement de l'électricité se manifestent aussi des changements organisationnels dans les entreprises notamment, qui soient en mesure de changer les process de production et donc de permettre l'expression de ces gains de productivité. Aujourd'hui, pour que le numérique révèle ces enjeux en matière de productivité, ce que nous disent Bryn Jobson et McAfee, c'est qu'il faut aussi les changements dans les organisations, il faut un peu surmonter les réticences au changement, une accélération de la digitalisation et un changement dans les organisations pour que ces gains se manifestent. Ça, c'est le camp des techno-optimistes qui nous disent que, en gros, l'essentiel des gains du numérique est encore devant nous. On a eu la première étape, celle où il faut équiper, là je suis devant quatre écrans, donc vous avez la première étape qui est celle du déploiement du matériel, et ensuite vous avez le déploiement des changements dans les organisations, du changement dans les usages, et c'est ça qui va être prometteur de gains de productivité. Ça, c'est le camp des techno-optimistes. Après, vous avez le camp des éco-pessimistes, au premier rang desquels vous avez Gordon en particulier, qui dit mais la voiture qui se conduit toute seule, la mini-robotique, l'imprimante 3D, n'a pas du tout le potentiel de gain de productivité qui pouvait être associé à l'électrification, à l'utilisation de l'énergie fossile ou à l'éducation de masse. L'éducation de masse a été également un facteur de gain de productivité dans l'ensemble de l'économie. Donc c'est là que vous avez vraiment une ligne de fracture qui s'installe entre des économistes, et là on est un peu sur des actes de foi, d'une certaine manière, parce que le débat actuellement n'est pas du tout tranché, et c'est la grande question que l'on peut se poser sur la trajectoire de croissance. Et alors du coup, dans quel camp vous situez-vous ? À long terme, à long terme, je serais quand même plutôt techno-optimiste, mais sachant qu'on est vraiment dans un enjeu d'adaptation de nos économies. Donc, comment est-ce qu'on est en mesure de rapidement faire déployer des transformations ? C'est ça qui à la fin sera le facteur de révélation ou pas des gains de productivité. Je veux être techno-optimiste, bien entendu. Alors voilà, donc c'est en cela, si vous voulez, quand on regarde in fine la trajectoire des gains de productivité, c'est ça qui à la fin vient nous dire que actuellement le potentiel de croissance des États-Unis, et c'est notamment le CBO, le Congressional Budget Office, qui fait des prévisions, des anticipations de croissance potentielle, nous dit désormais le potentiel de croissance aux États-Unis, c'est plus 3%, c'est même plus 2,5%, mais c'est 2%. Donc ce que l'on doit avoir en point de visée, c'est 2% de croissance, et c'est d'ailleurs la croissance potentielle qu'il donne à l'horizon 2020, et c'est celle que nous avons présentée hier à nos adhérents. C'est le niveau auquel on croit, puisque outre ce ralentissement des gains de productivité, vous avez également un ralentissement de l'emploi, un ralentissement de la population active. La population active aux États-Unis progressait en gros de 1% par an pendant toute la période 90-2015. On va passer désormais sur des rythmes de progression de 0,6-0,7%. Donc ça vous enlève 0,3-0,4 points. Ça vous enlève 0,3-0,4 points de croissance potentielle que vous pouvez espérer. Donc le Corexecode justement table donc sur un rythme de croissance de 2% horizon 2020. Voilà, c'est en tout cas cette marque que l'on doit avoir présent, et c'est, si vous voulez, là, il faut que je fasse un peu de pédagogie sur la manière dont on fait de la prévision, parce qu'elle n'est pas complètement sortie du chapeau, la prévision que l'on fait. Oui, je m'en doute bien. Bon, alors, on est obligé, évidemment, d'avoir des socles, si vous voulez. Ce socle, c'est le socle de croissance sur lequel on peut tabler, compte tenu de l'évolution du capital, du travail et des gains de productivité que l'on peut imaginer, c'est 2%. Et ce sera déjà bien si on arrive à le faire. Bon. Voilà.
Ça, c'est la trajectoire de long terme. C'est la trajectoire de long terme, horizon moyen-long terme. 2020. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'immédiat? Voilà, parce que vous avez... Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est nos auditeurs, à mon avis. Il faut que je fasse aussi les enchaînements, c'est ça? Alors, là, il y a pas mal de questions. Si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on y réponde tout de suite ou dans 30 minutes si on est sur les questions qui sont... interactives. Tout à fait, oui. Alors, IM qui nous pose une question. N'est-il pas un peu utopique de chercher une augmentation infinie de la croissance? L'économie ne peut-elle pas être en bonne santé dans un équilibre et non forcément en perpétuelle augmentation de production ou de richesse? Si on était sur un équilibre, on va dire, de population, un équilibre stationnaire de population, évidemment, on pourrait se dire, voilà, on a atteint un niveau, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'aspiration à voir augmenter son revenu, et puis la population, elle augmente, in fine. On a aussi face à nous des enjeux qui sont importants, qui sont les enjeux du vieillissement de la population, et donc on a des taux de dépendance de l'économie, c'est-à-dire la proportion d'actifs sur les inactifs, cette proportion tend plutôt à se réduire. Donc comment est-ce qu'on doit générer des gains de productivité qui nous permettent aussi d'assurer une capacité à avoir du revenu? C'est un petit peu le cas au Japon, avec justement une population vieillissante, mais aussi en Allemagne d'ailleurs. Tout à fait. En Allemagne, il y a deux enjeux qui sont assez différents entre l'Allemagne et le Japon. Jusqu'à il y a un an, on n'aurait pas dit tout à fait la même chose. Vous n'avez pas tout à fait le même rapport à l'immigration entre l'Allemagne et le Japon. Justement, ouais. Au Japon, c'est très intéressant le point que vous évoquez. En gros, la population japonaise, elle est stabilisée, voire en léger repli. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est la vitesse du recul de la population âgée de 15 à 64 ans. Celle qui est le cœur de la population active. Celle-ci, elle recule de près de 1% par an. Donc, comment est-ce que j'assure encore les conditions d'une croissance qui me permettra d'assurer le financement des retraites, ou en tout cas de dégager les ressources qui me permettent d'assurer une vie décente à ma population vieillissante. C'est ça l'enjeu de la croissance. Votre vision sur le Japon, là, horizon peut-être 3-4 ans, elle est plutôt pessimiste, elle est plutôt optimiste? On a beaucoup de personnes, en fait, on a vraiment un consensus qui est assez pessimiste sur le Japon en général. Oui, mais ça dépend vraiment de l'angle que vous regardez. Et la question qui était posée est très intéressante de ce point de vue, parce que on peut se dire, voilà, vous avez la croissance qui est la croissance du PIB global, mais surtout ce qui est important, c'est la croissance du PIB par habitant. Et en fait, on est un peu dans la situation où les Japonais, la population décroît et va décroître de plus en plus, mais le PIB par habitant au Japon, il continue de progresser de 1% par an, grosso modo, parce qu'il y a encore un peu de gain de productivité qui se fait au Japon, pardon. Dans ce cas, on pourra presque se dire qu'en gros, le dernier Japonais va être hyper riche. On est un peu dans cette situation où vous avez toujours une accumulation de richesses qui s'effectue. D'accord. Après, alors justement, la question qui était posée m'a été très intéressante aussi sur un autre point, qui est la question de la soutenabilité de long terme pour la croissance au niveau mondial. Et là, ce sont évidemment tous les enjeux climatiques qui se posent. Donc, on a fait un exercice à CEO Rexecode hier que l'on a présenté à nos adhérents, qui consistait à regarder comment la croissance va-t-elle se traduire en émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. D'ici 2030. Et est-ce que, compte tenu de la croissance que l'on peut imaginer, est-ce que l'on est sur une trajectoire où les émissions de gaz à effet de serre vont se réduire, ou au contraire vont voir leur progression être limitée pour nous permettre de ne pas passer au-delà de 450 ppm, qui est le seuil au-delà duquel on pourra avoir une augmentation des températures de plus de 2 degrés d'ici 2100. Mais pour l'instant, la croissance que l'on a est une croissance qui nous met au-dessus du 450 ppm. D'accord. Alors, le son marche bien. Hop. Ok, alors, on va continuer un petit peu. Voilà. Très bien. Alors, c'est parce qu'on a quelques auditeurs justement qui nous disent qu'il y a des coupures de son, mais tout fonctionne bien chez nous en tout cas. Alors on va continuer avec justement slide suivante. Ok. Alors maintenant donc, on a défini le point de visée. Maintenant, où est-ce que l'on en est? Alors le premier élément, il était sorti hier, c'est un nowcasting qui est fait par la Fed d'Atlanta, qui est très intéressant pour apprécier quel est le nowcasting. C'est je réétalonne ma prévision de croissance américaine au fur et à mesure de la sortie des indicateurs.
Et donc c'est la Fed d'Atlanta qui fait ça. Ils l'ont sorti leur actualisation hier. Et ils nous disent sur le premier trimestre, on va avoir 1,4% de croissance compte tenu de l'information dont on dispose. 1,4% en rythme annualisé, donc T1 sur T4 au taux annuel. Donc 1,4, on est, après avoir fait 1%, enfin on aura une nouvelle estimation aujourd'hui pour le quatrième trimestre américain, on a fait 1% au T4, 1,4, on voit qu'on n'est pas du tout sur une trajectoire d'accélération, et c'est une trajectoire qui correspond assez bien avec ce que nous disent les enquêtes d'opinion. Enfin bon, vous les connaissez, mais c'est toujours important de se les remettre sur la rétine. Les enquêtes d'opinion nous disent bien que le climat des affaires s'est dégradé. Vous avez ici l'enquête ISM, à la fois dans le secteur manufacturier, la commande orange et le non-manuf. On voit le décrochage brutal du manufacturier qui se fait à partir du début 2015, et là c'est pas la peine de chercher très loin les explications, vous les avez sur le slide suivant, mais c'est le secteur minier, c'est l'impact de l'appréciation du taux de change. Et puis la question fondamentale pour les États-Unis, c'est dans quelle mesure ce ralentissement industriel va percoler sur le secteur non manufacturier. C'est ça la question clé de la croissance américaine que l'on doit se poser. Alors attention, là il y a une erreur, la prévision de la Fed d'Atlanta au T1, c'est pas 2,2 mais c'est 1,4. 1,4. 1,4 et non 2,2. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le décrochage industriel? Alors, revenons quand même un peu en image sur le décrochage industriel. Et vous avez... Oui, tout à fait. Et vous avez ici l'expression qui est très simple. C'est avec la chute du prix du pétrole, vous avez la division par 2 de l'investissement dans l'extraction minière et dans l'exploitation pétrolière. C'est bien, voilà, au moins 50%. Voilà. Donc vous voyez, c'est simple, donc c'est pas compliqué à calculer. L'investissement dans ce type d'actifs, ça représentait 0,8 points du PIB en 2014, ça a été divisé par 2, donc ça vous a amputé la croissance de 0,4 points sur l'année 2015. Donc 0,4, on a fait 2,4 de croissance aux États-Unis l'année dernière. Avec la chute de l'investissement en extraction minière et exploitation, on a perdu 0,4 points par rapport à l'année 2014. Donc sans cette chute du pétrole, on aurait été à 2,8. Voilà, on aurait été autour de la target des 3% que tout le monde un peu vise. Oui, tout à fait, que celle que tout le monde a en référentiel, mais à chaque fois il y a des accidents qui vous éloignent. Mais mais on a l'impression, on se dit que c'est des accidents, mais quand vous avez un cumul d'accidents qui se fait année après année, est-ce que c'est parce que vous étiez sur quelque chose qui ressemblait furieusement à de la bulle? Et regardez ce qui s'était passé sur l'investissement en extraction juste auparavant. Pendant 2 années, 3 années, on a eu des rythmes de progression de plus de 25%. Donc on avait des accidents en termes de récupération qui s'étaient faits du côté de l'investissement en exploitation pétrolière, c'est tout le gaz de schiste, tout le pétrole de schiste, on connaît bien l'histoire. Et puis après, retour back to basics, avec quand vous avez une chute du prix, vous coupez dans les investissements. Alors là j'ai une question un peu pour vous, vous devrez un peu vous mouiller parce que nous on se mouille pas mal là-dessus. Comment voyez-vous un peu l'évolution justement de l'industrie pétrolière dans les, globalement, 1 à 2 ans? Il y a encore quelques... C'est une question assez compliquée, je le sais. Non, mais il y a certainement encore quelques cadavres dans les placards. Probablement quelques compagnies zombies qui peuvent être fragilisées. Alors j'avais préparé un slide sur justement, mais peut-être qu'on y reviendra après. J'avais préparé un slide sur aujourd'hui comment est-ce qu'on peut apprécier le choc dans ce secteur et surtout sa capacité à percoler sur l'ensemble de l'économie. Est-ce qu'on est sur un choc d'une nature financière qui va nous faire déraper l'ensemble de l'économie comme avait pu le faire le subprime? C'est un peu l'inquiétude que l'on a régulièrement en tête. Il ne faut pas se tromper d'ordre de grandeur. Les engagements sur le secteur minier, sur le secteur pétrolier ont certes boomé au début des années 2010, mais on n'est pas du tout sur l'ampleur de ce que l'on a connu avec les subprimes. Donc oui, il y a un risque qui est très important sur le secteur et on a probablement encore devant nous des retournements et des compagnies qui vont être très fragilisées, mais sa capacité à déclencher une crise, on va dire, de nature systémique comme celle que l'on a connue en 2008 ne doit pas être exagérée. Alors là justement, on a pas mal de points de vue différents. Il y a un des points de vue justement qui dit que
vu que les banques ont prêté globalement à l'industrie pétrolière, ont financé pas mal de projets, on a pas mal de banques qui se retrouvent fragilisées. On a notamment le cas de Deutsche Bank, vous avez sûrement entendu parler, qui elle justement, alors c'est pas un effet direct pétrolier dans le sens où c'est une entreprise pétrolière qui va causer peut-être une crise, mais une entreprise pétrolière qui ferait faillite, une grosse entreprise qui ne pourrait pas rembourser la Deutsche Bank, qui ferait à elle, enfin vous voyez un effet domino pourrait justement partir de l'industrie pétrolière. Et en fait, le risque systémique serait déclenché du coup par une institution financière, du type Deutsche Bank ou n'importe, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Non, mais c'est un risque. En fait, c'est vraiment votre question, elle revient à apprécier les impacts de la baisse du prix du pétrole. Exactement. Et en fait, vous avez, je me souviens que l'on a écrit un papier à CO Rexecode il y a plus d'1 an de cela, où on disait la baisse du prix du pétrole, c'est plus de croissance, mais c'est aussi plus de risques. Et et les impacts de la baisse du prix du pétrole, on va dire à court terme, vous avez plus de croissance au niveau dans l'économie mondiale parce que les économies importatrices se voient restituer du pouvoir d'achat, mais vous avez aussi une instabilité qui se fait sentir très fortement dans les économies exportatrices. Et on est dans cette seconde étape de l'impact de la baisse du prix du pétrole, on est dans l'étape de la fragilisation des économies exportatrices et des entreprises productrices. À long terme, une baisse du prix du pétrole, c'est une réduction de coûts. C'est favorable à l'économie mondiale. Mais on est dans cette phase transitoire de fragilisation. Donc c'est la phase où on souffre un peu, entre guillemets, le plus. Oui, tout à fait. Sans que l'on ait eu forcément les dividendes que l'on attendait de la baisse du prix du pétrole. Parce qu'on n'a pas eu l'accélération. Enfin, rappelez-vous ce que l'on disait au début de l'année 2015. Ça y est, c'est super. En zone euro, on a la baisse de l'euro, on a la baisse des taux, on a la baisse du prix du pétrole. Ça va libérer un potentiel de croissance formidable. On a fait 1,5. Donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Justement un des économistes, je ne sais plus lequel, qui disait que justement quand on a une baisse des taux, etc. l'effet se fait ressentir sur 2 à 3 ans en principe. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas l'année d'après qu'on voit les effets, c'est plutôt sur 2-3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, sur la baisse du prix du pétrole, l'impact est... Enfin, ça dépend évidemment de ce dont on parle. Si on regarde la baisse de l'euro, on est sur des effets qui vont mettre à peu près 1 an pour se manifester. Sur la baisse du prix du pétrole, en revanche, l'impact il est immédiat. Parce que c'est tout de suite une restitution de pouvoir d'achat qui s'effectue. Et on l'a vu en zone euro, au travers de l'accélération de la consommation des ménages, qui s'est fait principalement au début de l'année 2015. Donc, pendant tout le premier semestre 2015, donc c'est le moment où on a enregistré la plus forte baisse du prix du pétrole. Ensuite, ce mouvement se ralentit, se modère, et donc on est vraiment... Tout dépend du type d'impact que l'on regarde. C'est toujours... Alors là, c'est un peu compliqué de démêler les chevaux, puisqu'on a eu les trois en même temps. Les taux, l'euro, le pétrole. Donc apprécier l'impact de l'un et de l'autre n'est pas forcément le plus évident, mais vous pouvez être à peu près persuadé que l'impact prix du pétrole, c'est quelque chose qui est rare. Oui, tout à fait. Alors j'ai Alain2612 qui a une question. Alors pourquoi cette baisse de l'investissement dans les industries pétrolières n'a pas été compensée par l'investissement dans les énergies durables, éoliens, etc. Bien, parce que justement, c'est aussi, on sait que l'investissement dans les énergies durables, dans l'éolien, enfin la baisse du prix du pétrole, c'est la plus mauvaise nouvelle que l'on puisse imaginer pour les énergies renouvelables, puisque leur rentabilité, d'un seul coup, devient fragilisée. Et leur rentabilité relative, on avait, mais ça date déjà d'il y a quelques temps, on avait essayé d'apprécier quel était le seuil de prix du pétrole qu'il fallait pour que l'éolien, l'investissement dans l'éolien, ou plutôt dans l'ensemble des énergies renouvelables, soit rentable. Et ça, c'était un calcul que l'on avait fait il y a 6 ans de cela. Alors donc, si je comprends bien, pour vous, une chute des prix du pétrole, c'est pas bon justement pour les énergies renouvelables? Oui, tout à fait, parce que leur rentabilité est atteinte à partir du moment où vous avez le prix du pétrole qui va se situer à 80 $ ou 100 $, je ne sais pas exactement quel est le seuil aujourd'hui, mais en tout cas pas au niveau où est le prix du pétrole actuellement. Et donc aujourd'hui l'incitation à faire de l'investissement dans l'éolien est réduite parce que si on est un utilisateur, si vous êtes un producteur d'énergie, vous avez aujourd'hui intérêt à vous tourner vers l'énergie qui vous coûtera le moins cher. Et c'est avec la baisse du prix du pétrole, l'avantage comparatif du pétrole s'est plutôt renforcé. D'accord. Bon, alors bon, ça c'était le premier choc de court terme, mais vous aurez compris que quand vous n'avez pas de chance, Sylvain, vous avez demandé une intervention de Rexecode, vous ne saviez pas que Rexecode c'est du graphique. Donc voilà, nous aussi c'est du graphique. Et moi j'ai 100 graphiques, donc vous allez vous les manger. On va les mettre les 100. Non, il y en a que 25 slides. Il y en a que 25. Deuxième choc important. En même temps que vous avez eu, mais ça on est encore un peu dans le rétroviseur, en même temps que vous avez eu la baisse du prix du pétrole, il faut bien avoir conscience de la
troisième grande vague d'appréciation du taux de change effectif du dollar qui s'est intervenu. Alors le taux de change effectif, qu'est-ce que c'est? C'est pas le taux de change du dollar contre l'euro, mais c'est le taux de change du dollar contre l'ensemble des devises. Okay. En fait, à partir de la mi-2014, le dollar s'est apprécié contre l'euro, contre le dollar canadien, contre le yen, contre la plupart des devises des économies émergentes. Résultat, le taux de change effectif réel du dollar a fortement monté et on est donc dans la troisième grande vague d'appréciation. Comme on est dans la troisième, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé dans les deux précédentes. Et dans les deux précédentes, ce que l'on voit très bien, c'est que vous avez une érosion de la compétitivité américaine. Une érosion de la compétitivité américaine qui vient mordre sur le secteur industriel principalement. Alors là, c'est exactement ce que je crie sur les ondes depuis 6 mois, que le dollar US qui est beaucoup trop fort pénalise l'économie américaine. Je suis content d'avoir quelqu'un enfin qui aille dans le même sens. Et en plus, on n'a même pas répété le numéro de plaquette. Hein. Exactement, voilà. C'est ça qui est assez drôle. Vous avez justement une illustration qui vient derrière. On a essayé de regarder, donc vous voyez en grisé les périodes d'appréciation forte du dollar. Donc on regarde qu'est-ce qui se passe sur la compétitivité des États-Unis dans les périodes où se passe une appréciation du dollar. Donc une des manières les plus simples de l'apprécier, c'est le graphique suivant, c'est de regarder comment se comportent les exportations par rapport à la demande mondiale adressée aux États-Unis. La demande mondiale adressée aux États-Unis, c'est la croissance des importations de mes partenaires devrait m'occasionner un delta, une accélération de mes exportations de X% si je stabilise mes parts de marché. Donc mes partenaires augmentent leur demande d'importation et donc je devrais faire croître mes exportations. Et donc ce graphique que vous avez, le graphique que vous avez à l'écran montre qu'on est sur une érosion dans les phases grisées d'appréciation du taux de change du dollar. Vous avez une érosion de l'indicateur de performance qui vient rapporter les exportations à la demande. C'est exactement ce que la Fed publie à chaque fois dans ses communiqués de presse, etc. Elle relève à chaque fois le fait que les exportations américaines souffrent d'un dollar US qui est actuellement trop fort. Oui. Oui, tout à fait. Chaque communiqué de presse, on l'a. Exactement. Mais vous en avez une illustration ici. Mais voilà, là, on a une belle illustration. Et une autre manière de le regarder, c'est aussi dans les conditions de la compétitivité. Et notamment, on a eu les conditions de la compétitivité, c'est deux choses notamment qui ont bougé fortement aux États-Unis, c'est la baisse du prix de l'énergie. Rappelez-vous, les États-Unis ne voulaient pas exporter leur pétrole, leur gaz de schiste. Parce que cela donne un impact de compétitivité favorable à l'industrie américaine. Et c'était un atout fort de redéploiement de la compétitivité américaine. Alors, j'aimerais juste que vous définissiez justement qu'est-ce qu'un impact de compétitivité. C'est-à-dire, je regarde comment évoluent mes conditions d'exploitation, les conditions d'exploitation pour les activités présentes sur mon territoire. Et dans les conditions d'exploitation, vous avez le coût de la main-d'œuvre, vous avez aussi le coût de l'énergie. À partir du moment où vous avez certaines énergies qui fonctionnent sur un prix non pas mondial, mais sur un prix régional. Et notamment le gaz fonctionne beaucoup plus sur un prix régional. Pendant longtemps, on a eu le prix du gaz aux États-Unis était 2 fois plus faible que le prix du gaz en zone euro et 4 fois plus faible que le prix du gaz au Japon et en Asie. Cela donne un avantage de compétitivité à l'industrie américaine. Quand vous avez le recul du prix du pétrole, donc qui là pour le coup est un prix mondial, eh bien vous avez l'avantage de compétitivité que vous aviez avec votre gaz de schiste qui vous permettait d'avoir des conditions d'exploitation plus favorables, eh bien cet avantage-là disparaît. Donc ça c'est le premier effet qui se coule. Deuxième effet, pas forcément qui se coule, mais derrière l'appréciation du taux de change effectif, c'est l'évolution des coûts salariaux relatifs entre les États-Unis et la zone euro. Donc vous voyez, pendant toute la période, alors je ne peux le remonter que sur la période de 2000-2015, mais sur toute la période 2000-2015, quand on rapporte le coût salarial horaire dans l'industrie aux États-Unis, coût salarial horaire industriel en zone euro, eh bien les coûts étaient aux États-Unis, regardez sur la période 2007-2013, c'était en gros entre 80 et 85% du coût salarial en zone euro. Avec l'appréciation du dollar, on est dans une situation où le coût salarial dans l'industrie américaine est redevenu supérieur au coût salarial industriel en zone euro. Et donc c'est le deuxième effet sur la compétitivité qui joue. D'un dollar US trop fort. Voilà, associé à un dollar US. Donc vous avez une révélation dans l'indicateur de performance, et puis vous avez les fondamentaux qui se sont quand même plutôt, qui s'est quand même plutôt dégradé. D'accord. Donc tout ça en fait, cette période-là, c'est quand justement le dollar US lui se dépréciait. Donc là, on était sur un pic, un sommet si je fais une comparaison avec l'ancien graphique,
Donc ça, c'est à chaque fois les périodes où un petit peu où le dollar US prenait un gros coup, entre guillemets, puis là, on remonte. Exactement. D'accord. Alors, je vois qu'il y avait une question qui a été posée par Alain. Effectivement. Alors, Alain 2612, désolé, mais en France, on a 80% de chute du prix du pétrole et seulement 30% de chute du prix de l'essence. C'est l'État qui s'est servi au détriment du pouvoir d'achat. Qu'en pensez-vous? Point d'interrogation, nous dit Alain 2612. Désolé Alain, mais non, ça n'est pas le cas. Puisque en réalité, évidemment, le poids des taxes est très important sur le prix de l'essence. On est tout à fait d'accord, ça va être entre 60 et 70% du prix de l'essence, donc à la pompe, vient des taxes. Mais attention, ces taxes ne sont pas assises sur la valeur, hormis la taxe sur la valeur ajoutée, bien évidemment, mais l'essentiel des taxes, la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, est assise sur les volumes. C'est-à-dire que vous payez la même quantité de taxes que le litre du gasoil soit à 1 euro hors taxe ou qu'il soit à 50 centimes. D'accord. Vous payez, c'est-à-dire que vous payez la quantité de taxes en proportion du volume. D'accord, donc c'est en fonction du nombre de litres en fait. Vous avez un quantum, non, c'est au litre. Voilà. Au litre, vous avez un quantum de taxes qui est affecté au litre. Et quel que soit le prix, quel que soit le prix hors taxe du gasoil, du samplon. Donc l'État ne s'est pas servi hormis via l'augmentation, en réalité, on a plutôt une baisse des recettes de TVA, puisque le prix hors taxe a diminué. Okay. Et vous avez une baisse des recettes de TVA pour l'État. Donc non, l'État ne s'est pas servi avec la baisse du prix. Mais alors on peut le voir aussi différemment. On peut se dire que justement, vu que les prix ont diminué, le volume a augmenté. Le volume, c'est donc une taxe. Et donc les taxes sur les volumes ont peut-être augmenté. Oui, exactement. C'est ce que les économistes appellent dans leur jargon, en effet, d'élasticité de la demande à son prix. Alors, on n'a pas encore d'estimation sur ce qui s'est passé sur la période récente. En revanche, on peut regarder en symétrique ce qui s'était passé en 2008. Et en 2008, vous aviez la même question qui s'était posée, c'est est-ce que l'État, en fait, s'est servi de la hausse du prix du pétrole? Donc c'est très intéressant de voir la question de Alain. Est-ce que l'État s'est servi, a vu son budget se regonfler grâce à la hausse du prix du pétrole? En fait, ce que montrait un rapport du Sénat qui avait été fait à ce moment-là, c'est qu'en réalité, les effets d'élasticité l'avaient emporté sur l'effet de valeur. C'est-à-dire qu'il y avait bien une augmentation des recettes de TVA favorable au budget de l'État, qui était intervenu en 2008, mais en revanche, la consommation avait diminué dans des proportions telles que l'avantage de recettes de TVA avait été gommé par moins de recettes, par moins de volume, et donc moins de recettes de TICPE, qui à l'époque s'appelait la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. D'accord. Donc non, c'est pas aussi mécanique que cela, et pour l'instant, on ne peut pas dire que l'État ait bénéficié de la baisse du prix de l'essence. En tout cas, c'est très intéressant de voir qu'on dit que l'État bénéficie de la baisse du prix de l'essence, et également on disait auparavant qu'il bénéficiait de la hausse. Non, c'est pas aussi simple. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes, on va essayer d'accélérer. Alors là, on est sur les... C'est vrai que ça passe vite. Ouais. Bon, l'arbitrage, c'est une bonne occasion en tout cas. Les risques. Le risque principal, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Dans quelle mesure est-ce que la baisse, on est aujourd'hui sur un ralentissement qui est contingent à l'industrie aux États-Unis, et encore pas à toute l'industrie. C'est 25% du secteur industriel aux États-Unis qui connaît un recul de son niveau d'activité. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose qui mord sur l'ensemble de l'activité aux États-Unis. Il faut bien en être conscient. Mais derrière cette inquiétude sur l'industrie, c'est dans quelle mesure est-ce que cela va mordre sur les autres secteurs économiques hors industrie et les services. En fait, c'est un effet de contagion. Exactement. A-t-on devant nous un effet de contagion? Donc on a regardé par le passé qu'est-ce qui se passe du côté de l'emploi dans les activités de service quand vous avez un retournement de l'industrie manufacturière. D'accord. Alors ce qui essaye de représenter difficilement ce graphique, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez des chocs à la baisse, et notamment dans les périodes où vous avez de l'appréciation du dollar. Donc on retrouve les zones grisées que j'évoquais tout à l'heure. Donc dans les périodes où vous avez des zones grisées, vous avez des moments où on voit très bien l'industrie qui déguste, très sensiblement, et c'est notamment en 98-99 où vous voyez temporairement l'emploi dans l'industrie manufacturière, donc la courbe en trait orange passe en dessous de 0, mais ce n'est pas le cas pour les activités de service. Idem sur la période récente. On a une stagnation de l'emploi dans les industries manufacturières, et on a toujours une relative stabilité de l'emploi dans les services. Pour l'instant, l'effet de contagion ne mord pas. Et quand on regarde sur le passé, on se rend compte que, en général, les points bas de l'industrie et des services sont plutôt simultanés.
Okay. C'est-à-dire que le repli est beaucoup plus de nature d'ordre macroéconomique qu'il n'y ait de possibilité pour qu'un secteur, même aussi important soit-il que l'est l'industrie, vienne impacter sur un recul de l'emploi dans les services. Non, c'est intéressant. Donc on est, sauf et on voit notamment dans les périodes où vous avez de l'appréciation, une baisse de l'emploi industriel n'entraîne pas systématiquement un recul de l'emploi dans les services privés. Okay. Alors le risque, c'est l'autre risque, et là évidemment on a en tête ce qui se passe du côté de la Fed, c'est que tout à l'heure, à quoi ça sert aussi le potentiel? Ça sert à apprécier donc la capacité à croître d'une économie. Quand vous êtes au-dessus du potentiel, vous êtes dans ce que l'on appelle un output gap positif, c'est-à-dire que vous produisez plus que ce que spontanément votre économie est en mesure de produire. Qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? Vous avez des germes inflationnistes qui se manifestent. Vous avez un risque d'accélération des prix. Et avec la croissance, même si elle n'a pas été exceptionnelle, 2,4% en 2014-2015 aux États-Unis, avec cette progression de la croissance, on est dans une situation où l'output gap a été fermé et où donc progressivement, vous pouvez avoir une résurgence de mécanique inflationniste en dehors de l'impact de la baisse des prix du pétrole. Et vous en avez l'illustration sur un indicateur que vous connaissez bien, l'indice des prix hors énergie et alimentation, l'indice des prix à la consommation, où on voit qu'on est sur une trajectoire de réaccélération. On est passé au-dessus du seuil de 2%, de manière assez sensible. On est à plus de 2% sur un an. Et vous avez la courbe en trait orange qui regarde sur 3 mois comment évolue l'inflation. Eh bien, on est sur un rythme instantané au mois de février de 3% l'an, quasiment. Donc, on retrouve des conditions d'accélération un peu de prix aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'on peut l'expliquer justement par le fait que depuis le début de l'année, on a un dollar US qui se stabilise, voire se déprécie? Alors attention, parce que c'est encore trop récent, parce que la dépréciation du dollar, c'est quand même mi-février. Donc ça tenait encore un peu. On ne peut pas le voir d'ores et déjà dans l'indice des prix à la consommation. En principe, pour donner juste une petite estimation, la hausse d'un taux de change ou la baisse d'un taux de change impacte une économie, enfin les premiers effets se font ressentir à peu près à partir de quand? 6 mois, 1 an ou... il faut compter 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, après ça dépend de la plasticité d'une certaine manière de votre économie, et c'est pour ça que de notre point de vue, le choc associé à l'appréciation passée du dollar est peut-être encore un peu plus devant nous qu'il ne s'est d'ores et déjà produit dans le cas des États-Unis. Un choc en termes de fragilisation des conditions de la compétitivité, parce que les flux commerciaux mettent du temps avant de se réallouer entre des concurrents. Donc on a encore devant nous plutôt une industrie américaine qui a souffert dans un premier temps du retournement pétrolier, et donc de l'investissement dans c'était la période 2014-2015. Maintenant, c'est peut-être plus l'impact de l'appréciation passée du dollar qui va commencer à mordre sur l'activité. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà, exactement. Alors actuellement, l'inquiétude que l'on peut avoir, c'est qu'on a une petite résurgence d'inflation sans que jusqu'à présent, on sait que le taux de chômage est tombé à 4,9. On n'a pas eu de véritable accélération des salaires. On a espéré à l'automne dernier que ça y est, la boucle de salaire commençait à se manifester, c'est-à-dire que moins de chômage, c'est plus de salaire. Bien, sur les derniers points, il n'y a pas d'accélération actuellement de salaire, d'où certaines inquiétudes que l'on peut avoir sur la consommation. Enfin, sur les gains de pouvoir d'achat, sur la consommation. Alors, il y a des petites questions, il me semble. Alors, comment s'élimine la masse d'argent imprimée par les banques centrales? Merci. Alors, comment s'évapore la masse? S'évapore, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas forcément réinjectée à due proportion dans ce que l'on appelle l'économie réelle, même si je n'aime pas tellement ce distinguo économie réelle, économie financière. On a une perte de la transformation, c'est-à-dire que vous avez une augmentation de la base monétaire. Donc la base monétaire, c'est le bilan de la Banque centrale, la capacité d'intervention de la Banque centrale, que l'on parle de la Fed, que l'on parle de la BCE, sans parler de la Banque du Japon. La Banque du Japon, la base monétaire de la Banque du Japon est passée en 3 ans de 15% du PIB à peu près à 75%. C'est quelque chose de stratosphérique. C'est du jamais vu. Sauf que vous n'avez pas la transformation en termes de masse monétaire. La masse monétaire n'accélère pas. Donc c'est un peu le multiplicateur, ce que l'on appelle le multiplicateur de crédit, ne se manifeste pas. Vous avez une augmentation de la base monétaire, mais sans augmentation de la masse monétaire. Pourquoi? Parce que vous avez toujours un enjeu de liquidité très important pour les banques, qui sont toujours à la recherche de liquidité. Tout à l'heure, vous évoquiez l'enjeu de Deutsche Bank. Là, derrière, c'est des inquiétudes que
peuvent avoir les banques les unes vis-à-vis des autres, et donc elles essayent de préserver leur niveau de liquidité. Vous avez aussi bien une appétence, une demande de crédit qui pour l'instant reste limitée, parce que les entreprises ont plutôt reconstitué leur matelas de liquidité, et elles ont aujourd'hui plutôt intérêt, enfin surtout que maintenant la BCE va intervenir sur les marchés obligataires, sur des corporates, enfin, c'est ce qui était évoqué. Vous avez aujourd'hui intérêt à pouvoir vous endetter sur du marché obligataire sans que même, enfin vous en tant qu'entreprise, sans que même vous redéployiez, vous ayez besoin d'investir, mais vous êtes en situation de cash. Et hier, on a montré à nos adhérents à Rexecode un graphique que je trouve tout à fait symptomatique. C'est un graphique qui consiste à rapporter le niveau de liquidité dans les entreprises par rapport au niveau de leur passif. Et au niveau de leur passif, dans le passif de dette. On est à un ratio de 22%. Bon, si je vous dis 22%, ça ne vous dit rien. Mais si je vous dis que le référentiel il est à 16%, déjà on se rend compte qu'on a eu une accélération de la position, enfin la liquidité dans les entreprises a fortement progressé. Surtout si je vous dis que si on revenait aujourd'hui à 16% de ratio de liquidité, qui était la norme que l'on avait sur 99-2007, évidemment je vous ai dit au tout début que 99-2007 c'était pas forcément la période normale, mais si on revenait à ce ratio de 99-2007, alors on aurait une augmentation de l'investissement ou de l'emploi qui serait équivalent à 1,2 points de PIB dans l'ensemble de la zone euro. Donc on est pour l'instant sur des comportements qui sont effectivement plutôt gelés, et vous avez un suractivisme de la Banque centrale, en particulier maintenant de la Banque centrale européenne, qui essaye de restimuler, de faire redémarrer le tout, mais pour l'instant ça ne mord pas. Vous n'avez pas de redéploiement, vous n'avez pas de réinjection à due proportion dans l'ensemble de l'économie réelle. Et c'est ce qui lui est un petit peu reproché, justement. Oui, mais elle fait le maximum, mais la politique monétaire ne peut pas tout faire. Maintenant, il faut que les banques jouent le jeu, justement. Alors, bon, peut-être que je peux passer sur ce slide, mais on l'a évoqué tout à l'heure, c'était un peu les risques qui sont associés au secteur de l'exploration et au secteur minier. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on peut, donc j'ai beaucoup parlé de risques aux États-Unis, maintenant quels sont les points d'appui? Alors les points d'appui, il faut garder quand même présent à l'esprit que on a vu le recul de l'investissement dans le secteur minier. Quand on regarde quand même comment se comporte la demande finale, donc la demande des ménages, la demande des entreprises pour de l'investissement, on est encore sur des rythmes de progression. Oui, ça a fléchi dernièrement, la demande finale donc est un petit peu moins au rendez-vous, mais on est encore sur des rythmes de progression de 2, un petit peu, on est passé un peu en dessous de 3%. Et on ne voit pas, enfin, il ne va pas y avoir de rebond de notre point de vue, parce que les gains de pouvoir d'achat maintenant, avec la résurgence d'inflation sous-jacente, les gains de pouvoir d'achat vont ralentir. L'investissement productif, il ne va pas redémarrer non plus, mais on va avoir plutôt on anticipe plutôt un léger décrochage de cette demande finale privée pour les ménages américains dans les prochains trimestres. Est-ce qu'on a un risque de voir tomber beaucoup plus bas la demande finale privée ? De notre point de vue, non. Pourquoi ? Vous avez des référentiels qui sont toujours utiles à se rappeler, et notamment un des chaînons manquants de la croissance, ça a été au cours des dernières années, évidemment, le secteur du logement. On est revenu à 1,2 million de permis de construire aux États-Unis. Par an. Il faut avoir présent à l'esprit que le seuil, l'accroissement démographique, l'accroissement du nombre de ménages aux États-Unis, c'est 1,1 million, grosso modo. Donc on a le nombre de permis de construire qui permet de répondre à l'accroissement naturel du nombre de ménages aux États-Unis. En autosuffisance, quoi. On est en autosuffisance, mais attention, les logements aux États-Unis, on ne les fait pas uniquement pour répondre à la nouvelle demande. On les renouvelle aussi. Donc en gros, la trajectoire, le référentiel de croissance par an du nombre de permis de construire, c'est plutôt quelque part entre 1,4 et 1,5 million. Donc on est pour l'instant encore sur des niveaux de permis de construire un peu inférieurs à ce que l'on pourrait avoir. Spontanément compte tenu du fondamental. Enfin, moi quand je fais de la prévision, j'essaye de chercher quel est mon référentiel. Vous l'avez bien compris. Oui, j'ai compris. Quel est mon référentiel ? Référentiel, c'est le mot-clé en tout cas de cette présentation. Voilà, tout à fait. C'est quel est mon point de visée d'une certaine manière. Et sur l'investissement en logement, l'investissement en construction, on n'a pas encore atteint le point de visée, quand bien même on a eu un redémarrage des permis de construire et des mises en chantier.
Sur l'investissement productif, on est grosso modo au niveau moyen de longue période. Il n'y a pas d'excès d'investissement du côté des entreprises. Il n'y a pas non plus de sous-investissement. Donc on ne voit pas tellement de raisons pour lesquelles il pourrait y avoir à l'avenir un recul drastique de l'investissement productif. Là on est sur une moyenne de 40 ans. Oui, tout à fait. Donc vous voyez, on est collé à la moyenne de 40 ans. En revanche, on ne voit pas d'accélération, de conditions d'accélération, puisqu'on a probablement atteint un point haut quant à l'évolution des marges des entreprises. Voilà l'état les comptes des sociétés non financières, enfin la marge brute et la marge nette, une fois retranché les impôts des sociétés non financières. On voit que depuis 3 ans maintenant, quand on le regarde en dollars constants, et non pas en dollars courants, on est stabilisé en termes de Alors j'ai marge. une petite question, est-ce que les marges de ces entreprises qui viennent de faire un récent top justement peuvent être expliquées par justement l'injection de liquidité massive un petit peu de la Fed ces dernières années au travers de son QE? Non, pas tellement. Non, je ne pense pas. Le QE de la Fed a permis d'avoir un peu un redémarrage de l'activité. Ce faisant, c'est un effet indirect, si vous voulez, en termes de stimulation d'activité, mais vous n'avez pas un impact direct sur les marges des sociétés non financières. Ça en a un sur les résultats, puisque les coûts de financement ont été fortement abaissés. La charge d'intérêt a été abaissée, mais ça vient en aval de la marge d'exploitation. La marge d'exploitation, c'est avant que vous n'ayez rémunéré vos actionnaires et vos apporteurs de capitaux, notamment banquiers. Donc on ne voit pas l'impact que pourrait avoir le QE de la Fed sur les conditions de financement. Sachant que les entreprises américaines se financent moins par endettement qu'elles ne se financent par fonds propres. Et puis, autre point d'appui auquel on peut penser, c'est qu'on est sur... Actuellement, on est en train de changer d'époque du point de vue de la situation, enfin de l'évolution de la demande en provenance des administrations publiques. On avait eu l'accélération 2008-2009, donc les plans de relance qui se sont faits pour pouvoir éviter que l'activité ne flanche par trop. Et ensuite, à partir de 2010, un repli de la dépense publique. On est sorti de cette période et depuis 2 ans maintenant, la dépense publique en biens et services est en train de réaugmenter, tout comme réaugmentent les effectifs. Donc là aussi, d'un strict point de vue de comptabilité de croissance. Donc la comptabilité de la croissance, c'est ce que je vous ai dit, quand on le regarde de l'aspect offre, c'est les facteurs de production, les gains de productivité. Quand on le regarde sur la demande, c'est la consommation publique, la consommation privée, l'investissement, les exports moins les apports, mais aussi la dépense publique. Donc au total, nous, pour résumer... Ça c'est le slide parfait. Voilà. Il y a toutes les informations qu'il faut. Alors celui-là, prenez un screenshot, prenez-le en photo, mettez-le en poster, c'est le slide où il y a toutes les informations. Alors donc, à moyen terme, c'est vraiment pour se redire ce que l'on s'est évoqué. À moyen terme, donnons-nous comme référentiel 2%. Arrêtons de croire que la croissance américaine c'est 3%. Non, la population active ralentit, les gains de productivité, notamment sur la société au numérique, ne sont pas pour l'instant au rendez-vous. Je ne dis pas qu'ils ne viendront pas, je ne sais pas. Donc de toute façon, on en a parlé tout à l'heure, ça prend 15 à 30 ans, si j'ai bien compris. Oui, alors peut-être que ça ira un peu plus vite, mais en tout cas, ça reste quand même élevé. Oui, tout à fait. Pas dans les 2-3 ans. Tout à fait. Et puis là, ce que l'on dit du côté des États-Unis, donc 2% de potentiel de croissance, il faut quand même avoir présent à l'esprit que dans le cas de la zone euro, c'est plutôt 1% de croissance, le potentiel. Donc à court terme, on est sur, donc au-delà du point de visée, à court terme, on est aujourd'hui sur un ralentissement d'activité qui est propre au secteur industriel, impacté par 2 chocs qui sont le choc de la baisse du prix du pétrole et donc de l'investissement dans l'exploitation pétrolière et le choc d'appréciation du dollar. Ça mord sur la compétitivité. Mais on ne voit pas de risque de transmission majeur sur l'ensemble de l'économie. Et de fait, on a encore des chiffres assez positifs sur l'emploi en dehors du secteur industriel. Alors attention, parce que l'appréciation du taux de change va encore jouer sur la croissance dans les prochains trimestres, mais ça peut être contrebalancé par une remontée des taux de la Fed qui sera un petit peu plus lente que celle que l'on pouvait imaginer à la fin de l'année dernière. Là j'ai la question en or, la question à $1 million. Remontée des Fed en 2016, il y en aurait-il une ou non? 2. 2 Ah, 2 pour vous alors? 2 juin, oui, parce que l'inflation sous-jacente est à 2%, au-delà de 2%. Et si vous avez une situation internationale qui
qui se détend un petit peu. On peut avoir une remontée en juin, puis une seconde en décembre. Et d'ailleurs, c'est pas très original ce que je dis là, parce que c'est en gros le vote moyen des votants à la Fed. Donc il nous donne une fourchette de 2 augmentations d'ici à la fin de l'année 2016, quand on regarde l'attendu du jugement de la Fed. Donc les points de vigilance, c'est la fragilité donc, du secteur oil and mining, et notamment du point de vue du risque financier qu'il peut avoir en germe. Celui-ci, on imagine qu'il va rester contenu. On est sur actuellement une progression des salaires qui, même si elle n'accélère pas, est plus vive que la productivité. Et donc quand vous avez plus de salaires que vous n'avez de productivité, cela vient mordre sur les marges des entreprises, et donc on a une réattribution de la rémunération un peu moins en faveur des marges et un peu plus en faveur des salaires. Les effets de richesse négatifs, on n'y croit pas. Je l'ai mentionné pour mémoire, et c'était pour que je puisse glisser le mot. Aujourd'hui, la baisse... Qu'est-ce qu'une richesse négative? Alors un effet de richesse, c'est en gros... je suis un ménage, je vois mon patrimoine qui recule parce que j'ai une baisse des actifs boursiers, j'ai une baisse de l'actif immobilier. Et donc je vais moins dépenser parce que mon patrimoine fond, je me sens moins riche, et puis j'ai aussi moins de capacité à m'endetter. Ma capacité à faire du levier est plus faible. Donc les effets de richesse, c'est un risque qui peut se manifester. Alors ne l'exagérons pas, parce que quand vous regardez le patrimoine des ménages, la baisse boursière qui s'est manifestée depuis le début, quand on prend comme point de comparaison le début de l'année 2015, c'est en gros 1,5%. La baisse boursière, c'est 1,5% de la valeur du patrimoine des ménages. Et quand on regarde des travaux économétriques, en fait, les ménages sont beaucoup plus sensibles à l'évolution de la valeur de leur patrimoine immobilier qu'ils ne sont sensibles à l'évolution de leur patrimoine boursier. Or, on est dans une trajectoire où les prix de l'immobilier continuent à être aspirés à la hausse. Et ça contrebalance le risque que l'on pourrait imaginer sur l'impact du patrimoine boursier. Mais bon, pour autant, attention, on est certainement, de notre point de vue, plus proche de la fin du cycle de croissance que du début, et un cycle de croissance qui n'a pas véritablement pris son envol, ou en tout cas pas ce que l'on imaginait par le passé. J'ai la même vision. On est aux environs de 2%. On peut peut-être passer temporairement en dessous de 2%, mais on ne voit pas tellement de facteurs de risque, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez des retournements majeurs? C'est quand vous avez eu une situation de surinvestissement. On n'est pas dans cette situation de surinvestissement, plutôt là où il y en a eu, c'était dans le secteur minier. Ce surinvestissement est d'ores et déjà corrigé, donc on ne voit pas de risque majeur pour l'instant de retournement. Merci beaucoup Denis. Alors on a une dernière question et après on va devoir terminer, parce qu'on a déjà dépassé sur l'horaire. On a Blue Bull qui nous demande: est-ce que l'apparition de sociétés gigantesques à forte marge du type Google peut expliquer la hausse des marges que justement vous nous avez présenté dans le graphique juste avant? Très bonne question. Je n'ai pas de réponse spécifique, parce que bon, je suis un macroéconomiste, et la microéconomie, j'ai un peu de mal à pouvoir apprécier l'ampleur du phénomène, mais ce qui est certain, c'est que derrière l'impact que peut avoir les GAFA sur l'ensemble de l'économie, c'est ce qui est important à avoir présent à l'esprit, c'est combien vous avez un déplacement, enfin ce que mesurent très mal les économistes. Les économistes savent apprécier l'évolution de la valeur ajoutée, ils savent mal apprécier qui capte la valeur ajoutée. Et on est probablement, avec l'émergence des GAFA, enfin plus que l'émergence, l'omniprésence des GAFA désormais, Google, Apple, Facebook, Amazon, on est sur un déplacement de la valeur ajoutée. Ce sont des acteurs qui s'intercalent entre la demande finale et l'offre. Et en fait, ils sont en train de transformer l'offre, notamment l'offre industrielle, on le voit avec l'exemple de l'automobile. Le risque que l'on peut avoir, c'est que l'automobile devienne une commodité, devienne comme une matière première. D'accord, ouais. Et ce qui organise la valeur ajoutée, ce qui permet d'exprimer la valeur ajoutée associée au bien automobile, c'est la capacité à faire en sorte que l'automobile offre une solution de mobilité. Qui est-ce qui va capter la valeur de cette nouvelle économie, de l'économie de l'usage, qu'on appelle de l'économie de l'usage? Eh bien, c'est probablement l'acteur qui est en mesure de mettre en relation de la demande et de l'offre. Typiquement des acteurs du numérique, Google, ça va être d'autres plateformes. Mais en tout cas, on a un enjeu ici qui est très fort, c'est comment est-ce que des acteurs producteurs de biens continuent à garder de la valeur alors qu'ils ont un risque de commoditisation du produit qu'ils assurent. Et quand vous êtes dans le domaine de la commodité, c'est beaucoup moins vous qui pilotez la chaîne de valeur que celui qui l'organise, qui est l'acteur du numérique. Donc c'est un petit peu l'ère des logisticiens. Oui, l'ère des logisticiens, l'ère des plateformes.
D'accord. C'est vraiment derrière la question du numérique, c'est le déplacement, c'est la tectonique des plaques pour pouvoir capter la valeur ajoutée. Ce qui importait jusqu'à présent, c'était de produire. Ce qui importe, c'est de mettre en relation désormais avec les personnes. Et c'est ça qui change fondamentalement la donne. Bah écoutez, merci à vous Denis, c'était très intéressant. Pour les personnes qui justement nous demandent si cette conférence sera en replay, oui elle le sera sur la chaîne DailyFX France. Alors si vous voulez poser vos questions, est-ce que je peux donner ton adresse mail Denis éventuellement pour les personnes ou ton Twitter? Oui, plutôt Twitter. Alors pour le Twitter de Denis, oui c'est vrai, parce que sinon ça fait peut-être beaucoup de questions auxquelles tu devras répondre. Bon, pour les personnes voulant joindre Denis, je vous montre son Twitter, c'est Denis Ferrand tout simplement. Voilà. Vous pouvez poser vos questions à Denis sur Twitter, Denis Ferrand, d'accord. Je vous mets le nom de Denis sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette présentation qui sera disponible sur notre chaîne YouTube DailyFX France d'ici la fin de la journée. Prochain point de marché, donc prochaine conférence avec Sébastien Brenner d'ATCAC dans une petite dizaine de minutes. Donc on recommence à 9h12, 9h15. On va se laisser 5 minutes pour changer d'intervenant. Dans tous les cas, merci à vous. Et cette présentation sera disponible en replay. Denis, un dernier mot ? Eh bien, merci pour votre attention. Et puis, écoutez, à votre disposition pour si cet échange vous apparaissait utile. Et puis, donc, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil du côté de COE Rexecode. On essaye de passer quelques informations qui sont un peu dans le domaine du teasing, puisque notre analyse est réservée à nos adhérents. Mais on fait quand même, vous pouvez trouver quelques infos qui sont assez... de toute façon, justement, sur ton Twitter, on trouve pas mal de tableaux de graphiques que tu publies. Hein. Oui, tout à fait, mais bon, qui sont un peu... on est dans le domaine du teasing. Voilà, exactement. Bah écoutez, merci à tous et on se retrouve dans une dizaine de minutes.